Gary Burghoff était un vrai régal. Il a apporté un charme fou à la série. Son côté nounours, sa douceur, son côté naturel. Peu de séries télévisées ont marqué la culture populaire américaine d'une empreinte aussi profonde que MASH. Célèbre pour son mélange novateur d'humour et de drame, la série a non seulement captivé les téléspectateurs pendant ses 11 années de diffusion, mais a également établi un record d'audience avec son épisode final inoubliable. Malgré son héritage durable et l'affection que lui porte encore le public, de nombreuses anecdotes et faits intéressants restent étonnamment méconnus. Aujourd'hui, nous levons le voile sur tous ses secrets et révélons quelle star de la série détestait Gary Burghoff et pourquoi. C'est parti! Numéro 20. Les origines et l'adaptation. La plupart des téléspectateurs, même les plus fidèles, ignorent sans doute que la série télévisée MASH est adaptée du roman éponyme de 1968, écrit par le Dr. H. Richard Hornberger sous le pseudonyme de Richard Hooker, en collaboration avec W.C. Hines. Ce roman raconte l'histoire de 3 médecins militaires. Le livre s'inspire largement de l'expérience personnelle d'Hornberger en tant que chirurgien durant la guerre de Corée, mêlant humour noir et dures réalités de la médecine en temps de guerre. Son portrait franc et satirique de la vie militaire et des défis rencontrés par le personnel médical a constitué une base unique pour la série. Le succès du roman a ouvert la voie à une adaptation télévisée qui a su restituer à la fois la dimension comique et dramatique de l'œuvre originale. En se concentrant sur le quotidien de 3 médecins militaires, l'histoire propose un mélange d'humour irrévérencieux et de réflexions poignantes sur les absurdités et les tragédies de la guerre. Nous n'avons fait qu'effleurer le sujet. En approfondissant notre exploration, nous dévoilerons de nombreux faits surprenants et largement méconnus concernant la série. Numéro 19, l'écriture du pilote. Larry Galbert, scénariste accompli et expérimenté, avait longtemps baigné dans le monde trépidant d'Hollywood. Pourtant, comme beaucoup d'autres confrontés aux pressions incessantes de l'industrie du divertissement, il a fini par se lasser de ce rythme de vie. En quête de sérénité et d'un changement de rythme, Galbert s'est installé à Londres, espérant y trouver une nouvelle inspiration et prendre du recul par rapport à l'atmosphère souvent oppressante d'Hollywood. Cependant, même outre-Atlantique, l'attrait d'un projet aussi captivant s'est avéré irrésistible. Lorsqu'on a proposé à Galbert d'écrire le pilote de MASH, il n'a pas hésité une seconde. Malgré son intention initiale de s'éloigner du système hollywoodien, Galbert a perçu le potentiel unique du concept. Chose remarkable, il a rédigé le scénario du pilote en seulement 2 jours. L'urgence avec laquelle il l'a achevé n'a en rien altéré sa qualité. Au lieu de cela, son énergie créative sembla se canaliser vers un résultat exceptionnel. La chaîne, reconnaissant la brillance de sa réalisation fulgurante, le récompensa généreusement, lui versant 25 $0 pour son travail. L'épisode pilote, diffusé pour la première fois le 17 septembre 1972, marqua le début d'un véritable phénomène télévisuel. L'approche à la fois rapide et réfléchie de Galbert donna le ton à toute la série, mêlant un humour incisif à une narration poignante. Son écriture posa les fondements du succès durable de MASH, prouvant qu'un projet né d'une opportunité inattendue pouvait avoir un impact considérable. Numéro 18. Choix et changement de casting. Saviez-vous que Milan Stevenson espérait initialement incarner Hawkeye Pierce, le chirurgien en chef, mais que le rôle a finalement été attribué à Alan Alda? Par ailleurs, le comédien Robert Klein s'est vu proposer le rôle du trappeur John McIntyre, mais il a décliné l'offre, laissant ainsi la place à Wayne Rogers. Malgré son rôle important dans la série, Rogers n'a jamais signé de contrat officiel, ce qui lui permettait de la quitter à tout moment. Cette situation contractuelle incertaine a créé une dynamique inhabituelle sur le plateau, la possibilité pour Rogers de partir à tout moment ajoutant une tension dans les coulisses. Son départ après 3 saisons reflétait cette situation unique, qui contrastait avec les contrats plus stables des autres acteurs principaux. Les choix de casting et les subtilités contractuelles ont façonné les débuts des personnages principaux et influencé l'évolution de la distribution. En parlant de l'évolution de la distribution, vous n'allez pas le croire. Numéro 17. Klinger n'était pas censé être un personnage récurrent. Lorsque le personnage de Maxwell Klinger a été créé pour MASH, il était initialement prévu qu'il n'apparaisse que dans un seul épisode. À l'origine, le concept s'inspirait d'une histoire du comédien Lenny Bruce, qui prétendait avoir été renvoyé de la marine après avoir avoué son homosexualité. L'idée était de présenter Klinger comme un soldat cherchant à se faire renvoyer de l'armée. Cependant, les scénaristes et la chaîne ont opté pour une approche différente.
Au lieu de présenter Klinger comme un personnage homosexuel, une représentation qui aurait pu être jugée controversée à la télévision à l'époque, ils l'ont réimaginé comme un homme hétérosexuel portant des vêtements féminins pour paraître inapte au service. Cette idée originale a non seulement préservé l'intention comique, mais a également permis au personnage de s'intégrer parfaitement au ton à la fois léger et profond de la série. Ce qui avait commencé comme un petit rôle comique a rapidement pris une toute autre dimension. Le mélange unique d'humour et de résilience incarné par Klinger, magnifiquement interprété par Jamie Farr, a fait de ce personnage un succès immédiat. Le public s'est identifié à la détermination et à l'ingéniosité de Klinger, et ses pitreries sont devenues un élément incontournable de la série. Bien plus qu'un simple gag, Klinger est devenu l'un des personnages les plus appréciés et les plus emblématiques de MASH. Numéro 16. Une véritable expérience militaire. Alan Alda et Jamie Farr ont apporté une authentique expérience militaire à leur rôle dans MASH. S'appuyant sur leur propre parcours militaire, Alan Alda, qui incarnait le spirituel et compatissant Hawkeye Pierce, avait servi dans la réserve de l'armée de terre. Cette expérience lui a permis de comprendre véritablement la vie militaire, notamment les défis uniques et l'environnement rigoureux auquel sont confrontés les médecins militaires. Sa connaissance intime de la façon dont les soldats gèrent le stress et conservent leur sens de l'humour dans les situations difficiles lui a permis d'interpréter Hawkeye avec une authenticité qui alliait irrévérence et empathie. Jamie Farr, qui incarnait le caporal Klinger, personnage attachant et excentrique, a également apporté à la série sa propre expérience militaire, ayant servi dans l'armée avant de se lancer dans une carrière d'acteur. Il comprenait parfaitement les subtilités de la vie militaire, des routines rigides, aux manières dont les soldats repoussaient les limites pour préserver leur individualité. Son personnage, Klinger, était notamment connu pour ses tentatives de se travestir afin d'obtenir une réforme pour cause d'instabilité mentale. Si les pitreries de Klinger étaient censées faire rire, l'interprétation de Farr restait réaliste, traduisant à la fois le désespoir et la créativité d'un soldat cherchant à échapper aux dures réalités de la guerre. Son expérience personnelle du monde militaire a permis à Farr d'insuffler à Klinger un sentiment de réalisme, le rendant bien plus qu'un simple personnage comique. Numéro 15, l'histoire des rires enregistrés. Au début de MASH, Larry Galbert, scénariste du pilote, et Gene Reynolds, producteur exécutif, s'opposaient fermement à l'utilisation de rires enregistrés. Ils estimaient que le mélange de comédie et de drame poignant lié à la guerre, propre à la série, ne devait pas reposer sur des rires enregistrés, ce qui risquait d'en altérer l'atmosphère. Cependant, CBS, la chaîne qui diffusait la série, insistait pour inclure des rires enregistrés, pratique courante pour toutes les sitcoms de 30 minutes à l'époque. Pour trouver un compromis, les producteurs acceptèrent de ne pas utiliser de rires enregistrés lors des scènes de bloc opératoire, où le ton était plus grave et solennel. Au fil des saisons, les rires enregistrés ont été progressivement raréfiés, puis complètement supprimés lors de la 11e saison. Curieusement, lors de la diffusion de MASH au Royaume-Uni sur la BBC, les rires enregistrés ont été totalement omis, permettant à la série de se distinguer comme une comédie dramatique. Numéro 14. Apparitions et véritables liens. MASH a accueilli un impressionnant casting de guest stars de renom, parmi lesquels Ron Howard, Leslie Nielsen et Patrick Seas. Ron Howard, connu pour son charme juvénile, est apparu dans le rôle d'un marine désireux de servir, incarnant avec justesse la complexité de l'innocence et du devoir. Leslie Nielsen, célèbre pour ses rôles comiques ultérieurs, a démontré toute l'étendue de son talent dramatique dans une interprétation à la fois profonde et nuancée. Patrick Seas, avant d'accéder à la célébrité, incarnait un soldat confronté à un diagnostic sombre, livrant une performance d'une grande justesse, mêlant force et vulnérabilité. Mais ce n'est pas tout. Les créateurs de la série ont également insufflé des éléments personnels aux personnages, brouillant subtilement la frontière entre fiction et réalité. L'un de ces détails concerne le personnage de B.J. Hunut, interprété par Mike Frell, dépeint comme un père de famille dévoué. Dans un clin d'œil touchant à sa propre vie, Frell a donné à la fille de B.J. le prénom de son propre fils, Aaron. Ce lien personnel a conféré une authenticité supplémentaire à la représentation de la paternité par le personnage. De même, concernant le colonel Potter, interprété par Harry Morgan, le souci du détail de la série était une fois de plus manifeste. La photo utilisée pour représenter l'épouse de Potter était en réalité celle de la véritable épouse de Morgan. Surprenant, n'est-ce que pas? Passons à autre chose. Numéro 13. Un défi pour les scénaristes. L'équipe de scénaristes de MASH était confrontée à des difficultés récurrentes.
les acteurs se plaignaient fréquemment des scripts, demandant souvent des modifications ou exprimant leur mécontentement quant à leurs répliques. Pour résoudre ce problème de manière créative et ferme, le scénariste Ken Levin et ses collègues ont mis au point une stratégie qui a envoyé un message clair aux acteurs. À 2 reprises, ils ont réécrit des scènes qui obligeaient les acteurs à porter d'épaisses parkas d'hiver lors du tournage en extérieur, sur le plateau du ranch de Malibu, en plein été, où les températures oscillaient entre 32 et 38 degrés Celsius. Contraintes de jouer dans ces conditions inconfortables, transpirant à grosses gouttes sous leurs vêtements chauds, les acteurs ont vite compris la frustration du scénariste face à ses incessantes remarques sur le script. Cette astuce ingénieuse a permis de décourager toute nouvelle plainte. Anecdote numéro 12, clin d'œil et référence cachée. Le souci du détail d'Alan Alda est manifeste dans son choix de porter le même chapeau que Donald Sutherland, qui incarnait Hawkeye Pierce dans le film MASH de 1970. Ce chapeau, visible dans le générique de la série, servait de lien symbolique entre le film et la série, rendant hommage aux origines du personnage. Le souci d'Alda de préserver ces petits détails significatifs témoignait de son respect pour l'œuvre originale et de sa volonté d'incarner Hawkeye en respectant l'esprit du rôle au cinéma. Un autre élément intéressant de l'histoire de MASH concerne l'ours en peluche de Radar O'Reilly. Un accessoire en apparence insignifiant, mais devenu l'un des symboles les plus emblématiques de la série. Tout au long de la série, l'ours en peluche de Radar était une présence réconfortante, reflétant l'innocence et la vulnérabilité du personnage face au chaos de la guerre. Après la fin de la série, on crut l'ours perdu, ce qui attisa la curiosité des fans quant à son sort. Étonnamment, l'ours refit surface des années plus tard et fut vendu aux enchères à Gary Berghoff, l'acteur qui incarnait Radar, permettant ainsi à cet accessoire emblématique de retourner entre les mains de celui qui avait interprété le personnage. Numéro 11, les histoires derrière les noms. Lors de la 6e saison de MASH, les scénaristes ont introduit une touche d'humour et de personnalité en nommant 4 patients Marines, d'après des membres de l'équipe de baseball des Angels de Californie de 1977. La saison suivante, la 7e, ils ont perpétué cette tradition en nommant des patients d'après des joueurs des Dodgers de Los Angeles de 1978. Ce clin d'œil au sport a offert une référence humoristique aux fans connaissant bien les équipes et a mis en lumière le talent créatif des scénaristes pour intégrer la culture populaire à la narration de la série. De plus, dans l'épisode poignant Goodbye Radar, la petite amie de Radar O'Reilly a été nommée Patty Haven, en hommage à une ancienne compagne du scénariste Ken Levin. Mais attendez, ce n'est pas tout, et vous allez être complètement surpris. Numéro 10, des BD et des codes du futur. Dans le 15e épisode de la première saison, intitulé Tuttle, la passion bien connue de Radar pour les bandes dessinées est au cœur de l'intrigue, révélant un anacronyme curieux. Radar, l'attachant et geek employé de bureau, passe souvent ses moments de détente à se plonger dans l'univers de la science-fiction. Cependant, l'intrigue se déroule pendant la guerre de Corée, au début des années 1950, ce qui soulève une question troublante. Comment Radar s'est-il retrouvé en possession de bandes dessinées parues des décennies plus tard? Dans cet épisode, on le voit lire le 10e numéro de Captain Savage and His Battlefield Rangers, une BD publiée en janvier 1969, soit plus de 15 ans après la fin de la guerre de Corée. Ce détail subtil, mais frappant, s'inscrit dans un ensemble plus vaste de petits anacronymes disséminés tout au long de la série, souvent imperceptibles pour les spectateurs occasionnels. Un autre exemple d'objet incongru apparaît dans le 14e épisode de la 11e saison, Donner et recevoir. Dans cet épisode, le sergent Klinger fait preuve de bonté en offrant une barre de chocolat à un soldat nord-coréen grièvement blessé. Bien que le geste soit touchant, la série inclut involontairement un détail qui nuit à l'authenticité de l'époque. La barre de chocolat arbore un code barre UPC. Ces codes barres, indispensables au commerce moderne, n'ont été introduits qu'en 1976, soit 20 ans après la guerre de Corée. Lorsque le soldat retourne l'emballage, le code barre apparaît clairement, créant une petite mais flagrante inexactitude historique. Ces détails, bien que mineurs, montraient comment MASH intégrait parfois des éléments futuristes, les mêlant à l'atmosphère des années 1950 d'une manière que la plupart des spectateurs ne remarqueraient pas. Ces petites erreurs nous rappellent avec humour que même les séries historiques, les plus soignées, peuvent parfois se laisser prendre à glisser des éléments modernes. À propos de la guerre de Corée, voici une autre anecdote intéressante. 9 fois, la série a duré plus longtemps que la guerre,
Fait remarquable, Mass a largement dépassé la durée du conflit qu'elle dépeignait. Alors que la guerre de Corée n'a duré que 3 ans, 1 mois et 2 jours, du 25 juin 1950 au 27 juillet 1953, la série a été diffusée pendant 11 ans, de 1972 à 1983. Cette longévité considérable n'a jamais été perçue comme un inconvénient par l'équipe créative. Au contraire, elle a été considérée comme une opportunité d'approfondir l'exploration au sein de la série des complexités et des conséquences humaines de la guerre. Les producteurs et les scénaristes ont compris que la série était devenue bien plus qu'une simple comédie ou un drame de guerre. Au fil du temps, MASH est devenue une plateforme culturelle majeure, mêlant satire mordante, humeur noire et drame poignant pour aborder des problématiques dépassant largement le cadre du champ de bataille. Elle a trouvé un écho auprès d'un public confronté à des conflits contemporains, comme la guerre du Vietnam, et à des questions plus générales sur l'éthique militaire, les traumatismes et la camaraderie. Alan Alda, qui incarnait le personnage principal, le capitaine Benjamin Hawkeye Pierce, a contribué à faire de MASH une série sophistiquée, capable d'équilibrer comédie et analyse sociale pertinente. Alda et ses collègues savaient que la longévité de la série leur permettait de faire évoluer le récit et les personnages afin de refléter l'évolution du contexte sociopolitique des années 1970 et du début des années 1980. Cette flexibilité temporelle les a affranchis des contraintes d'une stricte exactitude historique concernant la chronologie de la guerre, permettant ainsi à la série d'utiliser son cadre fictif comme un prisme pour examiner des problématiques persistantes, telles que la futilité et le gaspillage de la guerre, le traumatisme psychologique subi par les soldats et le personnel médical, et le conflit entre la morale individuelle et le protocole militaire. La longévité de la série a également permis le développement de personnages complexes et nuancés, dont les histoires personnelles et les dilemmes éthiques offraient aux téléspectateurs une compréhension fine de l'impact de la guerre sur les vies humaines. Pendant 11 saisons, MASH a su dépeindre l'évolution de la vie militaire, les liens forgés dans l'adversité et les mécanismes d'adaptation, allant de l'humour à la rébellion, que les individus employaient face au danger et à la perte constante. Le succès de la série, qui a su transcender son concept initial, a contribué à sa popularité durable grâce à des épisodes mêlant comédie burlesque, drame poignant et critique politique incisive. De plus, sa longévité lui a permis de s'inscrire dans le débat culturel sur la guerre et la paix, bien après que la guerre de Corée se soit estompée de la conscience collective. Sa présence continue à la télévision, à une époque où les États-Unis étaient aux prises avec les conséquences de la guerre du Vietnam et les tensions de la guerre froide, a conféré à MASH une pertinence durable. 8e point, les repères en forme de T. Dans le premier épisode de la 10e saison, intitulé Showbiz, une erreur ironique apparaît qui correspond parfaitement au thème de l'épisode sur l'industrie du divertissement. Dans les productions cinématographiques et télévisuelles, les acteurs sont souvent guidés par des marques au sol, généralement en forme de T, pour savoir où se placer et dans quelle direction regarder. Ces repères en forme de T ont une fonction purement technique. Ils aident les acteurs à se positionner correctement afin que le cadrage et l'éclairage soient parfaits. Idéalement, ces repères restent invisibles au public pour préserver l'illusion de réalité. Cependant, dans la scène finale poignante de cet épisode, où le père Moolah fait ses adieux à Sarah en larmes, la caméra effectue un plan large et révèle involontairement plusieurs de ses repères en caoutchouc au sol. Un repère en forme de T blanc est clairement visible derrière le père Moolah, précisément à l'endroit où Sarah se tenait quelques instants auparavant. Plus tard, lorsque le père Moolah accourt et bouscule l'infirmière Kelly, un peu de poussière est soulevée, révélant une autre marque de thé noir à proximité. Cette gaffe lève le voile sur le processus de production, brisant l'immersion en dévoilant une partie du tournage qui devrait rester secrète. Bien que subtile, cette erreur rare et amusante rappelle aux spectateurs que même des séries à la production soignée comme MASH dévoilent parfois leurs secrets de tournage. Numéro 7. Alan Alda n'était pas qu'un acteur. L'implication d'Alan Alda dans MASH a largement dépassé son interprétation iconique du capitaine Benjamin L. de Faucon Pierce. Il a joué un rôle essentiel dans le processus créatif en coulisses, co-écrivant et réalisant 31 épisodes remarquables de la série, dont son final inoubliable. Un tel niveau d'engagement artistique était exceptionnel, surtout pour un acteur principalement connu pour ses performances à l'écran.
Ce double rôle d'acteur et de créateur lui a permis de façonner l'atmosphère, la direction narrative et la profondeur émotionnelle de MASH comme peu d'autres auraient pu le faire. Sa connaissance intime des personnages et des thèmes de la série lui a permis d'insuffler une sensibilité nuancée à son écriture et à sa réalisation. Le travail d'Alda derrière la caméra a marqué une véritable révolution dans l'histoire de la télévision. Il est devenu la première personne à remporter des Emmy Awards dans les 3 principales catégories créatives, jeu d'acteur, réalisation et écriture, pour une même série. Cet exploit unique a non seulement mis en lumière son talent aux multiples facettes, mais aussi son rôle essentiel dans l'identité et le succès durable de MASH. Ses écrits abordaient souvent des thèmes complexes liés à la guerre, à la morale et à la nature humaine, offrant des scénarios qui mêlaient légèreté et émotion. En tant que réalisateur, Alda était reconnu pour sa capacité à tirer le meilleur des acteurs et pour sa maîtrise des épisodes, alliant un sens du timing comique à une tension dramatique intense, contribuant ainsi à élever la série au-delà du simple cadre de la sitcom. De nombreuses futures stars ont fait des apparitions dans MASH durant la période où Alda était à la réalisation, et son leadership a joué un rôle déterminant dans le succès de la série, en faisant un véritable tremplin pour les jeunes talents. Son influence s'étendait au mentorat de jeunes acteurs et à une étroite collaboration avec les équipes d'écriture et de production afin de garantir une narration cohérente et de grande qualité. La présence d'Alda en coulisses a permis à la série de maintenir son équilibre subtil entre comédie irrévérencieuse et drame poignant, assurant ainsi la pertinence et la résonance de MASH tout au long de ses 11 saisons. 6e épisode, Rupture de communication. Dans ce 6e épisode de la 10e saison, intitulé Rupture de communication, l'accent est naturellement mis sur un problème de communication entre les personnages. Pourtant, paradoxalement, l'épisode révèle aussi un dysfonctionnement en coulisses, au sein même de la production. Lors d'une scène où le commandant Charles discute avec le colonel Potter et Margaret, une infirmière annonce l'arrivée d'une denrée précieuse au camp du 407. Un journal. Vu la rareté des journaux en zone de guerre, chacun se précipite pour jeter un œil aux dernières nouvelles. Tandis que le commandant Charles explique les règles de lecture, les spectateurs attentifs remarqueront peut-être un détail incongru. À l'arrière-plan, partiellement masqué par un panneau, un homme, dont l'identité semble totalement étrangère à l'histoire et à l'époque, entre dans le champ. Cet individu se distingue par ses longs cheveux blonds, sa barbe, sa chemise bleue moderne et son pantalon blanc. Une tenue pour le moins improbable pour un personnage ou un figurant sur un tournage de la guerre de Corée. Il s'agit sans aucun doute d'un membre de l'équipe de production, capturé par hasard par la caméra. Cette petite mais flagrante erreur démontre que même dans une série aussi soignée et primée que MASH, des ratés peuvent survenir. La présence de ce membre de l'équipe à l'écran nous rappelle avec humour que la production télévisuelle est un processus complexe et que parfois, ces éléments viennent perturber l'illusion que la série cherche à créer. C'est un aperçu subtil mais fascinant des coulisses, qui transforme un moment de tension narrative en une illustration méta de la véritable rupture de communication en production. 5e épisode, le plus regardé de l'histoire de la télévision américaine. Le dernier épisode de MASH, intitulé Goodbye, Farewell and Amen, reste à ce jour l'épisode le plus regardé de l'histoire de la télévision américaine. Diffusé le lundi 28 février 1983. Cet épisode spécial de 2h30 a captivé un incroyable 77% de la population américaine de l'époque. À titre de comparaison, l'audience du dernier épisode de MASH a même dépassé celle du Super Bowl la même année. Cette audience sans précédent a également fait exploser les coûts publicitaires. Alors qu'un épisode classique de 30 minutes de MASH aurait pu rapporter environ 30 $0 pour un spot publicitaire de 30 secondes. Les entreprises ont dû débourser la somme astronomique de 450 $0 pour un créneau similaire lors de la diffusion du dernier épisode. Cette augmentation vertigineuse souligne non seulement la valeur commerciale de l'événement, mais aussi la façon dont les annonceurs perçoivent l'impact potentiel de l'audience massive. L'épisode lui-même constituait une conclusion poignante et émouvante à la série, bouclant des intrigues de longue date et offrant des adieux émouvants à des personnages attachants. L'épisode final a touché les téléspectateurs en abordant les thèmes de la perte, de l'espoir et du coût humain de la guerre, tout en conservant le mélange caractéristique d'humour et d'émotion qui faisait la renommée de la série. Son succès a ancré MASH dans l'histoire de la télévision en faisant un moment marquant.
Quatrièmement, une erreur d'hygiène dans l'épisode final de MASH. Dans un épisode mémorable, les téléspectateurs assistent à une scène qui détonne avec les attentes que l'on pourrait avoir de la part de médecins militaires expérimentés, et plus particulièrement du chirurgien en chef, Hawkeye Pierce. Malgré l'importance cruciale des règles d'asepsie en chirurgie, cet épisode révèle un manquement surprenant aux règles d'hygiène élémentaires et au bon sens. Après une intervention chirurgicale, Hawkeye est appelé par Frank Burns, qui lui demande de l'aide pour un autre patient. Sans prendre le temps de se laver les mains ensanglantées, Hawkeye les plonge avec empressement dans l'abdomen du patient. Cet acte insouciant constitue une violation flagrante des protocoles de sécurité médicale et présente des risques sanitaires graves, impensables dans un bloc opératoire réel. La scène contraste fortement avec le professionnalisme attendu, surtout compte tenu du traitement respectueux et souvent fidèle de la médecine de guerre proposée par la série. Heureusement, MASH étant une fiction avec des acteurs et non de vrais médecins, le risque était purement fictif. Néanmoins, cet incident restait un exemple frappant d'erreur de production, démontrant comment même une série encensée par la critique peut parfois sacrifier le réalisme au profit du drame ou de la fluidité narrative. Troisièmement, les séries dérivées. MASH a inspiré 3 séries dérivées notables, explorant chacune différentes facettes de la vie de ces personnages emblématiques après la guerre. La première et la plus réussie fut Trapper John, MD, diffusée de 1979 à 1986. Cette série suivait le personnage de Trapper John McIntyre durant son mandat de chirurgien en chef dans un hôpital de San Francisco. Fait intéressant, Wayne Rogers, qui incarnait Trapper John dans MASH, n'a pas repris son rôle pour cette série dérivée. Malgré cela, la série a su se forger sa propre identité et a connu un succès honorable. Le second spin-off, soberment intitulé After MASH, mettait en scène 3 personnages familiers. Le colonel Potter, le père Moolah et Klinger, qui apprenaient à travailler ensemble dans un hôpital pour anciens combattants du Missouri. Cette série ambitionnait de perpétuer l'humour et l'émotion de MASH dans un contexte d'après-guerre. Malheureusement, elle a peiné à conquérir le même public, ne parvenant pas à rivaliser efficacement avec la série à succès The Facts of Life, et a été annulée après seulement 2 saisons. Le troisième spin-off, Walter, suivait Radar O'Reilly dans sa transition vers la vie civile, devenant policier à Saint-Louis après avoir perdu la ferme familiale et sa femme. Bien que le pilote ait été retenu, il n'a été diffusé qu'une seule fois, le 17 juillet 1984. Et uniquement dans les fuseaux horaires de l'Est et du Centre, ce qui l'a rendu largement confidentiel. Malgré les efforts sincères pour étendre l'univers de MASH, aucun des spin-offs n'a égalé le succès ni l'impact de la série originale. Numéro 2. La capsule temporelle de la série. Dans l'avant-dernier épisode de MASH, intitulé « Le temps passe », les personnages enterrent une capsule temporelle sous le décor du Ranch Fox, symbolisant un message d'espoir pour l'avenir et rendant hommage à l'héritage durable de la série. Curieusement, 2 mois seulement après le tournage, le terrain fut vendu. Lors de travaux de construction ultérieurs, un ouvrier découvrit par hasard la capsule temporelle enterrée pour l'épisode. Comprenant son importance, mais ne sachant que faire, il demanda conseil à Alan Alda. Alda conseilla à l'ouvrier du bâtiment de conserver la capsule temporelle, reconnaissant son importance en tant que témoignage tangible de l'histoire de la télévision, liée à l'une des séries les plus emblématiques de son époque. Cependant, il remarqua plus tard, non sans une certaine surprise, que l'ouvrier ne semblait ni particulièrement impressionné, ni enthousiaste par cette découverte. Pour la plupart des fans et des historiens, la découverte d'un tel artefact serait une expérience exaltante, offrant un lien unique avec une série légendaire qui a marqué des millions de téléspectateurs à travers le monde. Et voici la grande révélation. Numéro 1. Gary Berghoff, l'acteur qui incarnait Radar O'Reilly, était détesté par les stars de MASH. Il semblerait que Berghoff n'ait pas fait l'unanimité. Wayne Rogers, célèbre pour son rôle du trappeur John McIntyre dans la série, était connu pour son tempérament parfois colérique sur le plateau, notamment envers Berghoff. D'après la biographie d'Alan Alda écrite par Raymond Strait en 1983, les tensions entre Rogers et Berghoff ont atteint un tel point lors d'une scène que Rogers a perdu son sang-froid et a jeté une chaise sur Berghoff. Sa relation avec Berghoff fut marquée par des désaccords professionnels et des conflits de personnalité qui menacèrent parfois l'esprit de collaboration de la production. La frustration de Roger se comprend en partie au regard des fortes pressions et des longues heures de travail qu'impliquait la production d'une série télévisée à succès.
Mais il n'était pas le seul. Mlan Stevenson, qui incarnait l'affable mais souvent exaspéré colonel Henry Blake, offrit une vision franche et nuancée de sa relation avec Berghoff. La qualifiant d'amour-haine, Stevenson reconnut la complexité de leur relation, tout en reconnaissant le talent de Boff et son importance au sein de l'ensemble. Stevenson a également admis que leurs interactions étaient loin d'être harmonieuses. Il a ouvertement avoué que chacun pouvait parfois être difficile à gérer pour l'autre, déclarant « Parfois, j'étais un problème pour lui, et parfois, c'était lui qui était un problème pour moi. » Ce constat franc laisse entendre que leur relation était marquée par un respect mutuel, mais aussi par d'inévitables conflits de personnalité et de méthode de travail. Alan Alda, qui incarnait Hawkeye Pierce, aurait entretenu des conflits particulièrement intenses avec Gary Berghoff. Si Alda était largement considéré comme le pilier de MASH, Berghoff se sentait sous-estimé, tant en termes de reconnaissance que de contribution créative, ce qui engendrait un ressentiment latent. Ce sentiment d'être dévalorisé poussait parfois Berghoff à se montrer impoli ou méprisant envers Alda et les autres membres de la distribution, exacerbant ainsi les tensions. Les tensions entre eux dépassaient le stade des simples désaccords, la frustration des Berghoff se manifestant par des échanges acerbes et des interactions glaciales. Malgré ces difficultés, l'équipe a gardé une façade professionnelle pour assurer le succès continu de la série. Cependant, les frictions entre Alda et Berghoff révèlent que même les séries les plus populaires peuvent abriter d'importants conflits en coulisses, liés à la pression de la célébrité, à la liberté créative et aux défis que représente la gestion de plusieurs fortes personnalités au sein d'une production à gros budget. Voilà, c'est tout pour le moment. Merci d'avoir regardé. Cette vidéo vous a plu? Ça oui, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Et surtout, ne ratez pas cette vidéo que vous avez sous les yeux, elle est vraiment incroyable.